Bonjour, bienvenue dans le podcast des Humagogues, le podcast des innovations d'utilité sociale avec des experts formateurs des Humagogues qui expérimentent de nouvelles méthodes ou redécouvrent des approches dans le seul but d'améliorer le quotidien des personnes qu'ils accompagnent. Bonjour, merci d'être avec nous dans ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder le thème du management et de l'intérêt de la méthode du process communication et de l'analyse transactionnelle. Donc, ce podcast s'adresse particulièrement aux responsables, chefs de service, directeurs, managers ou futurs managers. Pour nous parler de ce sujet, nous accueillons Laurent Souchet. Donc Laurent, tu es consultant et formateur en communication interpersonnelle, en management. Tu fais tout ce qui est travail en équipe, pilotage des projets et puis tu es un expert et formé en analyse transactionnelle et en process communication. Donc notre entretien aujourd'hui va porter plus particulièrement sur comment savoir bien communiquer avec ses collègues, son équipe, en particulier ceux avec qui on peut avoir des difficultés. Donc Laurent, avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es ? Oui, bonjour. Donc moi j'ai un parcours de 20 ans comme manager dans le service public, dans le monde des collectivités. Puis donc où j'ai dirigé des équipes, où j'ai piloté des projets, voilà. Aujourd'hui, je travaille toujours dans le service public à temps partiel et puis j'ai développé depuis 4 ans une activité de formateur et d'accompagnateur auprès de structures, de personnes. Voilà. Après m'être formé à différents outils, avec, on va dire, mon vécu du service public et du management avec des équipes au sein du service public. Donc le fait de travailler avec des équipes, aussi avec des élus, des partenaires, donc voilà, des environnements, on va dire, variés. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le modèle process communication, puisque c'est pas forcément connu de tout le monde, et puis en fait son intérêt en lien avec le management des équipes. Oui. Alors la process communication, c'est une approche développée par un psychologue américain qui s'appelle Taibbi Keller. Ce psychologue américain, en fait, il a travaillé sur une notion qu'on appelle le mini-scénario, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress et c'est quoi les comportements qu'on développe quand on est sous stress. Voilà. Donc il a mené des recherches autour de ça, c'était au milieu des années 70. Et d'ailleurs, ces travaux ont montré de l'intérêt aussi pour la NASA, qui à cette époque-là disait finalement, pour envoyer des personnes travailler ensemble dans un espace confiné à plusieurs, dans des missions qui comportent certains risques, on a plutôt intérêt de vérifier que des personnes vont plutôt bien composer ensemble sur ces expériences. Et donc, il a collaboré avec la NASA pendant plus d'une dizaine d'années autour du profil de ces personnalités. Donc, ce que nous apporte la process communication, c'est de se dire finalement, on n'est pas tous câblés de la même façon. On a des logiciels différents et donc on ne rentre pas sous stress de la même façon et on développe pas tous les mêmes comportements quand nous sommes sous stress. Et donc l'intérêt, c'est, en tout cas, c'est que quand on connaît ces outils, en tout cas, on peut se dire à la fois comment moi je peux m'adapter aux autres, comment moi je peux aussi prendre soin de moi, c'est-à-dire je peux repérer les moments où je rentre sous stress. Et donc, comment aussi je peux, du coup, améliorer ma communication avec les autres quand je repère que moi ou mon interlocuteur ou mes interlocuteurs entrent sous stress. Voilà. C'est vraiment ça que je trouve riche dans l'approche de la process communication et des travaux de Taibbi Keller. D'accord, donc en fait, la process communication, ça nous permet de mieux nous connaître et également en fait de mieux comprendre comment peuvent fonctionner d'autres personnes qui ont un filtre, un tamis en fait complètement différent d'une autre, et ça donne également des outils pour mieux communiquer. Oui, ça donne des outils pour mieux communiquer, parce que en fait, avec la process communication, on s'intéresse à observer ce qui est de l'ordre du verbal, mais aussi du non-verbal, dans les postures, les gestes, le regard.
qu'est-ce qui se passe quand nous sommes sous stress. Et donc, c'est autant d'indicateurs qui nous renseignent sur notre propre stress ou le stress de l'autre, et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'y adapter, comment est-ce qu'on va pouvoir développer une communication positive. C'est vrai que quand on est sous stress, on va dire que le stress appelle le stress, c'est-à-dire que une personne qui est sous stress, finalement, on a envie de faire le retour de ping-pong pour engager le stress. Et avec la process-com, ce qui est intéressant, c'est que on apprend finalement à prendre du recul avec ça et à se dire comment est-ce que moi-même, avec mes propres comportements, je peux prendre du recul en me disant là, je vois bien que ça commence à monter et je commence à rentrer sous stress là. Et même chose avec nos interlocuteurs. Donc, on peut du coup trouver des moyens pour se dire, bon, et là, comment est-ce que je peux contourner pour arriver à continuer à communiquer de manière positive avec mes interlocuteurs et éviter de rentrer sous stress. Voilà. Et un autre intérêt de la process-com, c'est prendre conscience qu'on peut prendre soin de soi. Et donc, qu'on peut prendre soin de soi avec des outils souvent assez simples finalement, mais en fait, que ce soit avec la process communication, voire avec l'analyse transactionnelle, on a tous des besoins psychologiques de base, et c'est vrai que s'ils ne sont pas satisfaits, ces besoins psychologiques, on va plus vite rentrer sous stress. Et donc, je trouve que cette approche de formation, elle nous apprend aussi à dire, voilà, comment est-ce que moi, en fait, je remets régulièrement de l'énergie dans ma pile, parce que si je ne la recharge pas, là, je risque de rentrer sous stress beaucoup plus rapidement, quoi. Donc, comment j'apprends à prendre soin de moi? D'accord. Et du coup, comment ça s'articule également avec ton expertise en analyse transactionnelle, en théorie des organisations? Donc, comment tout ça, tu amènes ça dans l'idée de manager une équipe, de travailler en fait? C'est surtout de travailler avec les autres, en relation avec les autres. Alors, pour moi, en fait, dans la question du management, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que il y a la dimension du collectif. C'est-à-dire qu'est-ce qui joue au sein du collectif dans lequel on est, dans lequel on bosse. Et là, l'analyse transactionnelle nous donne des éléments de compréhension de qu'est-ce qui joue dans notre système, dans notre groupe. Donc ça, ce sont des grilles de lecture des grilles d'analyse que je trouve vraiment très pertinentes parce que elles peuvent nous permettre de prendre du recul sur de quelle manière on investit ce système, de quelle manière on le fait vivre ensemble, de quelle manière parfois on le bloque, ce système collectif. Et donc on peut avoir des leviers pour travailler sur à la fois la structure, de la manière dont on travaille ensemble, sur la question du leadership et de comment est-ce qu'il est organisé, ce leadership au sein de notre organisation, mais aussi sur la culture de notre entreprise. On va dire que si on prenait l'exemple de structures médico-sociales, même si on va dire on pourrait penser qu'il y a un background commun, il y a aussi des éléments de culture qui sont particuliers à chacune des structures parce que chacune a son histoire, a son passé, a eu ses leaders qui ont été plus ou moins marquants, et donc tout ça marque l'histoire du collectif. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être intéressants pour être un leader qui a une action positive avec les gens avec lesquels il travaille. Donc ça, c'est une dimension que je trouve très intéressante dans l'analyse transactionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé moi-même à me former sur ces sujets-là, c'est comprendre un peu les logiques de qu'est-ce qui se passe dans les vies des groupes. Voilà. Et puis l'analyse transactionnelle, après, elle s'intéresse aussi à ce qui se passe au niveau des individus. Donc à la fois dans la communication entre les personnes, on peut prendre le temps de décortiquer, d'avoir des outils qui nous permettent de comprendre ce qui se joue dans cette communication à deux. Et puis, c'est aussi l'analyse transactionnelle, une théorie de la personnalité, donc qui nous donne des grilles de lecture sur les fonctionnements des uns et des autres à partir de notre psychologie. Et donc ça aussi, ce sont des outils qui peuvent nous permettre de comprendre les comportements des uns et des autres. Voilà. Donc c'est en ça que tous ces outils fonctionnent finalement pas mal ensemble et je les trouve utiles parce qu'ils fonctionnent avec des grilles d'analyse, on va dire qu'on peut utiliser soit indépendamment, mais aussi de manière croisée les unes aux autres.
Et là, du coup, ça devient des outils qu'on peut, on va dire, garder en tête dans son quotidien de travail et pouvoir reprendre une situation avec une grille d'analyse ou une autre en disant, voilà, et moi, quel était mon comportement dans cette situation et qu'est-ce que j'ai vu du groupe et comment ça fonctionnait. Voilà, je trouve ça, de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Bon, par exemple, quand on est face à une personne avec qui on a du mal à communiquer en tant que manager ou même collègue de travail, hein, Alors, si je prenais un exemple, je pourrais parler par exemple d'un des thèmes que j'aborde fréquemment en formation, que c'est avec le concept des positions de vie. Voilà. Un concept qui a été développé par le fondateur de l'analyse transactionnelle, hein, qui est donc Eric Berne, un psychiatre américain, qui a développé toute cette théorie à partir des années 50. Hein. Le thème des positions de vie, c'est de se dire finalement, on a des positions de vie sociales qui sont au nombre de 4. Voilà. La première, c'est la position de vie plus, c'est-à-dire moi j'ai de la valeur et je considère que mon interlocuteur a de la valeur. Dans ces conditions-là, c'est plutôt assez aisé de communiquer et de pouvoir travailler à deux ou à plusieurs dès lors que voilà, chacun considère qu'il a de la valeur. Donc, on va pouvoir bosser, coopérer. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand on rentre sous stress, on a différentes façons de rentrer sous stress. Certaines personnes, par exemple, rentrent sous stress avec une position de vie que je qualifie à l'oral comme ça de plus-moins. C'est-à-dire, moi j'ai de la valeur, mais je considère que les autres n'en ont pas ou en ont moins que moi. Mhm. Par exemple, je pourrais dire, écoutez, la réunion devait commencer à 10 heures, il est 10h05 et vous n'êtes toujours pas installé. Je trouve que vraiment vous exagérez. Voilà. Moi, je considère que j'ai de la valeur. Par contre, je considère que vous, bah, vous n'êtes pas tout à fait OK, quoi. Regardez, il est 10h05, vous n'êtes déjà pas là. Voilà. Ça, c'est la position de vie plus-moins. Mais il y a aussi de l'autre côté une autre position de vie qui est l'inverse, quoi. C'est-à-dire la position de vie moins plus. C'est-à-dire que moi, je considère que je n'ai pas vraiment de valeur, mais je considère que mon interlocuteur, lui, en a et en a plus que moi. Voilà. Ce qui donnerait, par exemple, tiens, par exemple, ça pourrait. Excusez-moi, j'ai une toute petite question à vous poser. Est-ce que ça vous dérange si je vous pose une toute petite question? Voilà, c'est-à-dire que moi, je considère que je n'ai pas vraiment de la valeur, mais vous en avez sans doute plus que moi. Voilà. Voilà, donc que ce soit dans une position de vie plus-moins ou moins-plus, on voit bien que on va dire la coopération, le dialogue constructif ne va pas s'engager de la même façon que dans une position de vie où chacun considère qu'il a de la valeur. À moins que les uns et les autres, on va dire, soient plutôt volontaires à dire ok, on a compris que tu voulais que la réunion commence à l'heure, ok, je m'excuse de ne pas être arrivé à l'heure, j'étais en train de faire ceci ou cela, et voilà, je veillerai la prochaine fois à faire attention. Voilà. On peut comme ça rétablir la communication. Et la dernière position de vie, c'est la position de vie moins, c'est-à-dire je considère que j'ai pas de valeur et je considère que les autres n'en ont pas non plus. Bon, en gros, cette position de vie sociale, c'est quand on est vraiment excédé, que rien ne va plus, qu'on a été en situation de stress permanente déjà depuis un petit moment, que ça a été dur, délicat, que là, ça devient vraiment difficile. Cette grille de lecture, elle est intéressante parce que chacun, dans différents moments de notre journée, on peut s'interroger et se dire, tiens, voilà, je vais rentrer en entretien, par exemple, d'évaluation annuelle avec un agent. Je suis où là au moment d'accueillir cet agent avec qui je vais dialoguer sur l'année écoulée et le travail qu'on a pu faire ensemble. Est-ce que je suis dans... Alors celui-là, je ne vais pas le rater, j'ai 2-3 choses à lui dire. Et alors vraiment, ça ne va pas se passer comme ça. Ou bien est-ce que je vais être dans une position à me dire j'espère que tout va bien se passer parce que voilà, j'aimerais bien lui dire ça, mais bon, ça va être difficile pour moi de lui dire.
ou bien est-ce que je vais arriver dans une position en me disant, bon, ben voilà, on va dialoguer, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Moi, en tout cas, c'est ça que j'aimerais partager avec cette personne. Et puis, je vais voir ce qu'il m'en dit, lui aussi. Et puis, ben voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quoi. Voilà, ça, c'est un concept des positions de vie qui fait le lien aussi avec les outils de la process communication, puisqu'il fait le lien avec les positions de vie qu'on a quand on rentre sous stress. Et donc ça, c'est, je trouve, par exemple, une petite grille de lecture, hein, mais que je trouve intéressante comme baromètre. Voilà, baromètre du quotidien. Voilà, je vais rentrer en réunion, je vais avoir un entretien, je vais commencer la réunion d'équipe. Bah, voilà, je peux sonder mon propre baromètre. Voilà, je peux sonder le baromètre de mes interlocuteurs pour voir un peu où ils sont et me dire attention, vigilance là. Si on veut rester dans le plus pour être dans quelque chose qui soit coopératif entre nous, ben voilà. Mmh. Oui, en fait, c'est vraiment rien n'est figé. On n'est pas enfermé dans un cadre, dans une typologie, c'est tout se passe, c'est tellement complexe l'être humain, ça dépend en fait des situations, des personnes avec qui on est, comment nous on se sent, donc c'est beaucoup de choses en fait qui rentrent, en commun et c'est ça en fait l'intérêt de mixer, plusieurs méthodes, et en fait, presque tous les outils de connaissance de soi nous permettent d'avancer un peu mieux, dans le management des équipes, dans nos relations de travail, en fait, tout simplement, hein. Je souhaite absolument pas dans les Mmh, formations que j'anime, enfin, réduire les gens à, on va dire, à une case ou quelque chose. Bon, voilà. Euh, Par contre, ça nous donne des points d'appui pour pouvoir renouer le dialogue et prendre en compte les besoins de l'autre dans la relation. Voilà. C'est vrai qu'une personne qui se dévalorise, par exemple, euh, bah, ça veut dire il y a quelque part, il y a dans les besoins psychologiques, il y a un besoin de reconnaissance. mmh, Voilà. Et donc, cette personne-là, bah, si on lui apporte, si on lui apporte la, la, la reconnaissance de base dont elle a besoin, ben, voilà, enfin, on repart, la communication repart sur un rail positif, quoi. Voilà. Quelqu'un qui a une toute petite question à poser, ben non, écoute, petite ou grosse question, ta question est bienvenue. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Et voilà. Et là, on peut repasser, on va dire, d'un moment de stress à quelque chose qui peut redevenir positif. Le tout est en tout cas d'intégrer que les uns et les autres, on n'a pas les mêmes logiciels. Et donc, ça, c'est intéressant parce que c'est de se rendre compte qu'il y a une variété dans nos personnalités de logiciels et savoir au moins l'entendre, si possible le prendre en compte, eh ben, ça devient quelque chose d'enrichissant, à la fois pour la relation, la collaboration qu'on a, et puis pour le vivre ensemble, tout simplement, quoi. oui, je trouve ça intéressant ce que tu dis et puis vraiment très très important parce que c'est vrai que c'est plus sur les faits parce que là, on peut se dévaloriser face à une personne et au contraire, ne pas se sentir dévalorisé face à une autre personne. C'est aussi des questions de relations, de liens et puis de contexte. Si la personne a été sous stress, voilà, ou si elle a vécu quelque chose, une défaite, auparavant, c'est forcément ça se met dans un contexte, et ça ne fait pas la personnalité d'une personne. C'est tout à fait pertinent et très important à souligner. Lorsqu'il y a un conflit, est-ce que, ça nous amène des outils, des méthodes pour mieux savoir gérer, un conflit Oui, avec une personne, hein? oui, alors, bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, la process communication et l'analyse transactionnelle ont des racines communes, hein, d'un point de vue théorique. Bon, souvent, dans les formations enfin, à chaque fois dans les formations que j'anime, je rappelle les sources, c'est-à-dire d'où viennent les concepts, les apports théoriques que je peux faire. Et donc là, on va dire les deux sources de l'analyse transactionnelle et la process communication, enfin, c'est la même famille, hein, c'est l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire que Ty Keller est un analyste transactionnel. Voilà. Alors c'est vrai que là, par exemple, ce qui me vient dans le cadre de ce podcast autour de cette notion-là, c'est que bien souvent les conflits,
ils naissent du fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien balisé sur le contrat entre les personnes. Le contrat, c'est une notion qui est une notion, on va dire, presque fondamentale dans la théorie de l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe contrat sur ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Et comment on s'assure que ce contrat est clair, lisible entre nous pour le mener à terme. Voilà. Donc, cette notion de contrat, je trouve que c'est quelque chose qu'on a à gérer au quotidien dans les fonctions de management. Hein, c'est-à-dire de confier, de déléguer quelque chose à quelqu'un, jusqu'où on va lui déléguer, jusqu'où il va pouvoir être en autonomie, mais à partir de quel moment, en fait, il va avoir besoin d'appui. Voilà. Est-ce que le contrat, c'est laisser la personne se débrouiller toute seule et voir à la fin, dire ah bah, d'accord, je t'avais laissé faire ça, bah, bravo, je vois ce que ça donne, hein, merci. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on prend le temps de dealer, quoi, c'est-à-dire on s'assure avec l'autre que voilà, est-ce que tu penses que de A à Z tu vas gérer, ou est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles tu as des craintes? Quelle serait-elle éventuellement? Bah oui, là-dessus, ça je sais faire, j'ai déjà fait plein de fois. Par contre, ça, j'ai jamais fait. Je veux bien tenter, parce que ça m'intéresse bien. Par contre, voilà. Ça, sur cette période-là, j'aimerais bien qu'au moins toutes les semaines, on puisse en reparler ensemble, quoi, parce que je veux bien assurer ce suivi, mais voilà, j'ai besoin de protection là-dessus. Voilà. Et donc ça, l'analyse transactionnelle nous donne des outils pour voir comment on passe contrat. Et sur des bonnes bases. Voilà. Donc là, on a des grilles d'analyse précises qui existent et qui sont, je trouve, très chouettes pour éviter de rentrer dans des situations conflictuelles. Alors, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que dès lors que les choses ne sont pas contractuelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas posé les choses, très clairement, c'est-à-dire plutôt que de dire, par exemple, tiens, il fait chaud et est-ce que tu pourrais ouvrir la fenêtre, je vais juste te dire, ah, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Ah, mais il n'y a pas eu de demande, quoi. Il n'y a rien eu de demande. C'est quoi le contrat entre nous? Si tu me dis, est-ce que tu veux bien ouvrir la fenêtre? Je trouve qu'il fait chaud ici. Ok, je vais l'ouvrir, quoi. Voilà. Ouais. La notion de contrat, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on verbalise, mais aussi qu'est-ce qu'on verbalise pas. Et bien souvent, dans ce qui n'a pas été verbalisé, il y a des messages qui sont cachés et qui ouvrent du coup des situations qui deviennent moins faciles à gérer. Hein, c'est ce qu'on appelle la thématique des jeux psychologiques. Hein, c'est-à-dire dès lors que la machine s'emballe et que on va sortir du contrat et d'une relation, on va dire, plus, où chacun a de la valeur. Et là, du coup, on va inverser les rôles, quoi. Il y en a un qui va se retrouver la victime de l'autre. Et voilà. Et donc, je trouve que ces grilles d'analyse sont intéressantes à connaître pour soi. Et puis, comme ça aussi, au fil du temps, on se dit, tiens, voilà, là, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'équipe. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un jeu psychologique. Tiens, j'en ai jamais fait assez. C'est jamais assez bien. Voilà, il y a quelque chose d'une plainte qui revient. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui passe à l'acte, quoi. Et donc là, il se joue quelque chose. Et puis là, je reprends une posture d'autorité, et puis qui était peut-être un peu trop élevée. Enfin, et donc voilà, l'analyse transactionnelle, elle nous donne ces grilles d'analyse pour comprendre à la fois comment est-ce qu'on peut baliser nos relations de travail, nos relations de collaboration, je dirais même nos relations familiales, de couple. Et elle nous donne aussi des grilles sur qu'est-ce qui se joue quand on est en conflit, qu'est-ce qui se passe quand on est en conflit concrètement, quoi, et à quoi on peut le voir. Et ça, c'est des outils que je trouve intéressants parce qu'ils nous permettent de voir quand quelque chose est en train de se passer entre des personnes. Merci. On arrive à la fin de ce podcast. Donc, j'aimerais savoir, en fait, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent? D'une part, une équipe, un travail de management, c'est un travail à la fois avec du collectif et de l'individu. Et que du coup, on travaille avec ces ingrédients-là. Et que ces ingrédients-là, ils sont systémiques. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, des choses qui se jouent
au niveau des individus, ont des impacts au niveau de la vie de nos équipes. Et en tout cas, la manière que j'ai de travailler, c'est de dire il faut comprendre ce qui se joue au niveau systémique, quoi, et des causes et des conséquences, des effets des uns sur les uns sur les autres. Ça, pour moi, je trouve que pour manager, c'est intéressant de comprendre, d'avoir ces grilles d'analyse-là près de soi. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que, on va dire que le premier travail, il commence sur soi. C'est-à-dire, il commence par des prises de conscience sur soi. C'est-à-dire, ah, tiens, moi, je trouve que je fonctionne plutôt comme ça, quoi. Voilà. Et plutôt de cette façon-là. Tiens, je repère ça aussi de mon fonctionnement. Voilà. Et bien souvent, ce que je repère, c'est que des tout petits pas sur des prises de conscience font évoluer les choses dans la vie d'une équipe. Voilà. Donc, pour moi, en fait, avec ces outils-là, c'est une invitation à des prises de conscience, quoi, sur son propre fonctionnement et puis à apprendre à observer. Je trouve qu'il y a de ça avec ces outils-là. Apprendre à observer. S'observer soi, mais aussi observer les autres. Une dernière chose, une chose que je trouve assez fondamentale dans le management aujourd'hui, c'est que dans bien des situations, ce que je repère, c'est que des gens sont en défaut de reconnaissance et que ça, finalement, c'est un carburant. Alors, c'est à la fois un carburant, ça peut être parfois aussi être presque un opiacé, si je voulais le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est un puissant fin, sans fond, quoi. On en a toujours besoin. N'empêche que si on n'a pas ce carburant-là, d'une reconnaissance des uns et des autres dans son équipe, il y a un ingrédient qui va manquer. Et donc, on va dire une reconnaissance factice, c'est quelque chose qui se remarque tout de suite. C'est-à-dire que les gens, bien souvent, ne prennent pas. C'est-à-dire quand c'est quelque chose qu'on amène qui n'a pas de sincérité, voilà. Généralement, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on vous fait un retour et puis ça sent pas le retour authentique. Finalement, vous n'avez pas très envie de le prendre. Par contre, un vrai retour authentique, finalement, ça produit quelque chose, quoi. Voilà. Et donc là, voilà, je trouve que avec les outils de l'analyse transactionnelle, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant. La question de la reconnaissance, comment on peut bosser sur la reconnaissance des uns et des autres et savoir travailler les feedbacks qu'on fait aux gens avec qui on bosse, voilà, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, mais savoir le faire parce que c'est important pour d'une part pour continuer à travailler ensemble, savoir s'évaluer, savoir se dire où je suis et permettre à chacun de pouvoir rebondir dans son parcours. Voilà. Merci beaucoup pour cet apport. En tout cas, si vous souhaitez approfondir sur cette thématique, sachez que Laurent anime une formation en ligne en 2022 qui portera sur manager et améliorer ses relations de travail avec l'analyse transactionnelle et le process communication modèle. Donc, vous trouverez plus d'informations sur le site d'Umagogie. Donc, merci à tous pour votre écoute. Retrouvez-nous dans le prochain podcast des Umagogues, les pédagogues centrés sur l'humain.